savoir ce que j'allais raconter, et puis comment ce lieu allait se déployer, parce que c'est plus que cette vallée-là. Moi j'ai voulu, il se trouve que c'est déployé une espèce d'épopée. Je ne sais plus qui disait que chaque livre est soit une Iliade, soit une Odyssée. Une Odyssée, oui. Bon, on est plutôt peut-être du côté de l'Odyssée là, avec un peu d'Iliade aussi. Ouais, il y a un peu de guerre aussi. Oui, il y a un petit peu d'Iliade, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, d'être happé par l'enfance. Voilà, il n'y a pas de L'essentiel de l'œuvre d'un créateur résulte d'une obsession de son enfance, ou de trois à la limite, mais au moins d'une grande obsession. Vous le croyez ça, Amélie? L'essentiel de votre œuvre résulte d'une obsession d'enfance? Ah, c'est la poussière qui entre dans l'huître et qui permet de sécréter la perle. Bon, ça ne suffit pas, mais il vaut mieux qu'il y ait ça au départ. Moi, ce que j'aime le plus dans votre livre, c'est le dictateur, parce que cette vallée est une dictature, et le dictateur, c'est l'horrible Joyce, qui est tellement narcissique que toutes les rues s'appellent Joyce 1, Joyce 2, Joyce 3, c'est formidable. Oui, il a débaptisé toutes les rues. Même, on se doute que c'est lui qui a retiré le nom du général sur la place également. Donc, il y a une espèce de... Ouais, mais ça, ça vient aussi des lectures... que j'ai aimées, notamment des Américains. C'est le type qui arrive, qui veut fonder quelque chose. Voilà, il veut fonder. Et puis, peut-être que ça échoue finalement, parce que c'est l'impossible héritage de Faulkner. C'est ce truc-là aussi qui... le type arrive, on sait pas, et puis il disparaît. Voilà. Mais est-ce que Joyce, c'était pour James Joyce? Alors là, c'est un truc très bizarre qui se passe quand j'écris, les noms m'arrivent. Alors c'était étrange parce que le Gour Noir, il n'est pas du tout aux États-Unis, mais je ne reviens pas dessus. C'est-à-dire, Joyce m'arrive, Renoir, Sale, Double, Snake, il m'arrive, mais je ne veux pas revenir dessus. C'est-à-dire que s'ils me sont apparus comme ça, c'est qu'il y avait une raison. Et là, pour le coup, c'était très étrange. Habituellement, le personnage me guidait. Je suis tout à fait d'accord avec Muriel. C'est lui qui vous guide, hein, qui vous prend. C'est le personnage. Hein, mais alors, qu'est-ce que vous êtes, vous, les écrivains scribes? Ben, je me demande parfois. Ah oui? Je me demande parfois. On tend l'oreille. On tend l'oreille. Il faut avoir l'ouïe fine pour entendre ce que les personnages ont à nous dire. Et bon, bien sûr, on doit mettre un petit peu ça en forme. Mais à la base, il faut surtout avoir beaucoup d'oreilles. Mais on est tout. Moi, je trouve que c'est ça qui est... J'ai fait un doctorat sur les interviews d'écrivains, et donc plein d'écrivains américains différents donnaient leur vision de ce que c'était la littérature. Et j'ai fini par me dire qu'en fait, on peut dire tout et son contraire du travail d'écrire, et que tout est vrai. Moi, je trouve que tout est vrai. Je change d'avis tout le temps. Et je trouve que ce qui est intéressant dans le fait d'écrire, c'est que parfois on est scribe, parfois on est professeur, parfois on est élève, parfois on est artisan, parfois on est tâcheron, parfois on est merveilleusement génial. Et c'est la multiplicité de l'activité qui, pour moi en tout cas, en fait la merveille absolue. C'est que ça change. Alors, l'un des bons moyens de peut-être transmettre le goût de la lecture, c'est de parler des livres et de les associer à l'anecdote vécue d'un proche. Si je vous montre certains livres, par exemple celui-ci, qu'évoque-t-il pour vous? L'impossibilité de la lecture pour le père Martin, justement. Le père, un de ses 4 enfants, déteste la lecture. Il a en horreur les lecteurs, plus encore les écrivains. Il frappe, il bat son fils Marc quand il le surprend à lire en cachette, et tout est parti de Martin Eden. Est-ce qu'on peut raconter? Parce que ça, c'est une des plus belles scènes du livre. Il se retrouve à la guerre et avec un caporal qui, lui, est un grand lecteur, étudiant en lettres, et qui lui fait découvrir comme ça la littérature. Et Martin, il va. Et il aime ça. Il aime ça, vraiment. Et il se trouve que le caporal Duval se fait sauter sur une mine avec Martin Eden dans les poches. Et donc il met cette tragédie sur le compte de la littérature. Voilà. Et donc après c'est fini, c'est terminé. Plus personne ne doit lire dans la famille. Et pourtant, malédiction. Ce père qui retire les livres de la maison n'a pas tout oublié. Que lui évoque ce livre? Alors oui,
parce qu'il a retenu quelque chose aussi. Et puis lorsqu'il se retrouve dans cet étrange bar, l'Amiral, il va rencontrer un ancien marin, un type très bizarre qui s'appelle Gobbo. Tiens, Gobbo, ça dit quelque chose, Gobbo. Personnage, effectivement, du Marchand de Venise. Pas n'importe lequel. Pas n'importe lequel, et qui va avoir une importance capitale dans le livre. Et puis, il y a différents lecteurs. Il y a le père qui a aimé lire, mais qui, depuis ce traumatisme, ne veut plus entendre parler de lecture. Il y a Marc, qui est le lecteur compulsif. Alors, il lit beaucoup, hein, Marc. Vous écrivez, la littérature avait la faculté d'ensemencer son imagination et d'épandre sa richesse entre les murailles de la vallée, de transformer les pierres des carrières en diamants bruts, d'inventer un langage nouveau que lui seul était en mesure d'interpréter. C'est peut-être la dernière partie de la phrase qui est la plus belle. Inventer un langage que nous sommes les seuls à savoir interpréter. C'est ça que ça fait la lecture ? Encore une fois, on revient au réel qui ne satisfait pas. Donc c'est l'interprétation qu'on a. C'est un ciel de Van Gogh, c'est une meule de foin de Van Gogh, c'est tout ce qui transperce le réel, c'est tout ce qu'on peut faire pour transpercer le réel et en faire autre chose. Et notre vérité, notre propre vérité. C'est Pessoa qui disait la littérature, comme toutes les formes d'art, est l'aveu que la vie ne suffit pas. Il y a aussi une très belle conception chinoise taoïste de l'œuvre en général, mais ça peut s'appliquer à la littérature et à ce que vous venez de dire, Franck, qui dit qu'il faut suffisamment de vide dans une œuvre pour que celui qui la regarde ou qui la lit puisse l'habiter à son tour et puisse la faire sienne. La littérature permet à Marc de comprendre un langage nouveau. En revanche, ça ne lui apprend pas à embrasser les filles. Hein. Un peu lourdeau, le garçon. Un peu tous, hein. C'est ce que vous racontez. C'est peut-être le seul passage vraiment comique du livre, ce moment où il est... D'abord, il tombe presque amoureux d'une autre lectrice, hein, mais il ne sait pas comment l'aborder. Oui, c'est marrant parce qu'on parle de romans plutôt sombres, etc. Moi, je trouve qu'il y a des moments très burlesques dans celui-ci notamment. Celui-ci notamment. Oui. Mais oui, ils sont lourdeaux. Mais Marc, Mathieu, parce qu'ils ont cette espèce de légèreté dans le vide. Mais alors, sur Terre, bonjour. C'est compliqué. C'est très compliqué. Et celui-là, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah ben, il dit Luc. L'île au trésor de Stevenson. Il dit Luc, ce petit gamin là qui ne sait pas lire ni lire ni écrire, mais en tout cas, en écoutant la radio et une retransmission de l'île au trésor, il est persuadé qu'il est Jim Hawkins et que le grand-père unijambiste est Long John Silver. La réincarnation. Donc, voilà, la réincarnation. Et ça amène des moments un peu justement burlesques aussi, comme quand il le suit pour essayer de repérer le perroquet pour essayer de trouver cette fameuse île. C'est un danger également que vous avez voulu pointer. C'est-à-dire, à un moment, vous dites, Marc, lui, il rentre dans un livre, mais il en sort. Luc, il n'est jamais sorti du livre. Et il croit que l'histoire va arriver, qu'il y aura vraiment un trésor, vraiment une île, puis vraiment un perroquet qui se posera sur le grand-père avec sa jambe coupée. Ouais. Et je trouve que c'était beau aussi, c'est-à-dire de rester dans ce rêve-là, c'est-à-dire d'habiter le rêve jusqu'au bout. Ce gamin-là a cette force-là, mais il a aussi la possibilité, la capacité une capacité de réaction, une capacité d'habiter le réel et d'aider ses frères, vraiment, parce que c'est lui quand même qui va les sortir d'un sacré mauvais pas. Alors, ce qui est très dur pour quelqu'un qui adore les livres et qui aime faire des interviews, c'est qu'avec Frank Buis, pas question de savoir de quel mauvais pas il s'agit. Il y a un suspense qui est inextricable, qui est implacable, tout est lié, tous les éléments se mettent en place, et puis vous déliez tout ça à la fin du livre, c'est remarquable. Grand livre sur la poésie, donc j'en parle pas, on ne peut plus rien dire. Tout ce que vous voulez. Grand livre sur la poésie aussi, grand livre sur l'éloge du mot juste. Sans le mot juste, on ne peut pas vivre. C'est ça que vous semblez dire aussi. Ah ben, ça rejoint la poésie. C'est-à-dire qu'un livre, c'est pas simplement une histoire à raconter. C'est aussi une musique. C'est aussi parfois même oublier le sens. De façon à ce que le lecteur, on rejoint le vide, on rejoint l'émotion. De façon à ce que le lecteur ait sa place aussi. Parce qu'un livre, c'est pas fait pour se trouver ou pour se retrouver. C'est fait pour s'oublier. Encore une fois, c'est important. Et quand je me retrouve à la pêche dans cette vallée-là, ça y est, c'est parti, quoi. Je me suis oublié. Oubliez-vous.
en lisant Buveur de vent, le nouveau roman de Franck Bouys. C'est aux éditions Albin Michel. Merci infiniment de nous avoir fait partager votre amour de la lecture, votre curiosité aussi pour le monde. Merci infiniment Amélie Nothomb, Muriel Barbery, Julia Kerninon et Franck Bouys d'avoir participé à cette première. Je vous souhaite de très belles lectures. À la semaine prochaine.